La 70e réunion du comité permanent de la CITES débutera demain, se tiendra à Sochi, en Russie. Au cours de cette rencontre, l'État malgache présentera au comité traitant du commerce international des espèces de faune et de fleurs sauvages menacées sa proposition de mécanisme d'audit des stocks de bois précieux de Madagascar, ainsi que son plan d'utilisation de ces stocks. En cette veille d'élection présidentielle, les remblayages illicites sont de nouveau de mise à Antananarivo. La zone de recasement d'Akourndjan en est une preuve concrète et pourtant, face à cette situation, les responsables ne réagissent pas et se contentent de se rejeter mutuellement la responsabilité. Charles Aznavour, dernier des géants de la chanson française, est mort dans la nuit du dimanche à lundi à l'âge de 94 ans. Il laisse dans son sillage de nombreux titres incontournables et transgénérationnels. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une, dans cette veille d'élection présidentielle, les remblayages illicites sont de nouveau de mise à Antananarivo. La zone de recasement d'Akourndjan en est une preuve concrète. Et pourtant, face à cette situation, les responsables ne réagissent pas et se contentent de se rejeter mutuellement la responsabilité. Reportage. Des abus en tout genre sont notés en cette veille d'élection présidentielle. Généralement, les dirigeants et les responsables laissent faire et se rejettent mutuellement la responsabilité. C'est le cas par exemple du remblayage constaté au niveau de la zone de recasement à Akourndjan, qui est un domaine public classé zone non constructible. Une situation dénoncée depuis un moment par Cool TV, ce dernier qui a fait part des conséquences néfastes que pourrait engendrer ce remblayage illicite et la construction sur cette zone. Et pour rappel, ce sujet a déjà été abordé en 2014 dans l'émission À la ligne, une émission qui s'est opposée à la privatisation de cette zone. Pour l'instant, la population se demande encore comment un particulier a pu obtenir ce terrain. Après l'enquête menée, le bureau indépendant anticorruption a demandé à obtenir toutes des informations rassemblées par Cool TV sur cette affaire. Ce bureau a ainsi décidé d'ouvrir une enquête sur ce remblayage illicite, une enquête qui à ce jour est restée sans suite. Le seul changement constaté a été la suspension des travaux au mois de mai 2014. Et pourtant, quelques temps après, le remblayage a repris, ce qui a amené les journalistes de Cool TV à mener une nouvelle investigation à ce propos et faire part des résultats de cette enquête dans l'émission À la ligne au mois d'août 2014. Les travaux ont de nouveau été suspendus et ont repris il y a peu, à la veille de l'élection présidentielle, malgré les objections émises par les habitants des environs. Face à cette situation, le responsable a déclaré que les papiers du terrain qui se trouvent de l'autre côté de la route, c'est-à-dire sur le terrain de jeu près de la paroisse, sont clairs. Cependant, ceux de la partie où se trouve cette zone restent encore un problème. Pour rappel, ce terrain de 70 arts portant le titre TN 53 317A a été vendu en 2013 à 50 000 arrières le mètre carré. Le tout donc a été cédé à 351,2 millions d'arrières, 10 fois moins que la valeur réelle estimée pour ce terrain. Outre cela, la procédure de vente de ce terrain à une entreprise Mutsu Trading Sisatu Amassen s'est achevée en à peine une semaine et à l'époque, les travaux de remblai ont déjà débuté petit à petit. Un fait justifié par l'acte de vente signé par l'ancien vice-premier ministre Julien Rebouze. La demande pour obtenir ce terrain a été déposée le 4 novembre 2013 et le lendemain, une descente a été effectuée sur place. 6 jours plus tard, la procédure de vente a été achevée et pourtant, normalement, une descente ne devrait se faire que 8 jours au minimum après le dépôt de la demande. La cession d'un terrain appartenant à l'État ne devrait pas pouvoir se faire dans un délai aussi court.
D'après un responsable, aucun permis de remblai n'a encore été délivré pour les terrains situés dans la commune urbaine d'Antananarivo et ses environs. Ce permis n'est délivré que dans 2 secteurs, au bypass et à Pitatavk. Et encore dans ce cas, des conditions disposées par la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions doivent être respectées. Cette situation soulève de nombreuses questions. Ceux qui ont ordonné ces travaux ont-ils obtenu un permis de remblai? Et si oui, qui a accordé ce permis? À qui appartient réellement ce terrain? Et pourquoi les travaux sont faits en pleine nuit? Les périodes qui précèdent les élections sont souvent des périodes où de nombreux abus et infractions sont notés. Ainsi, il est du devoir des dirigeants et des responsables de surveiller et de prendre les mesures nécessaires face à ce genre de situation. Ce type de problème et le fait que les responsables ne prennent pas leurs responsabilités ne fait qu'accroître les cas de violation de la loi et permet à certains d'agir comme bon leur semble, laissant la population à en payer les frais. Et la 70e réunion du comité permanent de la CITES débutera demain, se tiendra à Sochi en Russie. Au cours de cette rencontre, l'État malgache présentera au comité traitant du commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées sa proposition de mécanisme d'audit des stocks de bois précieux de Madagascar ainsi que son plan d'utilisation de ces stocks. Les détails dans ce reportage. Face au business plan que l'État malgache compte présenter au cours de la 70e réunion du comité permanent de la CITES, l'Alliance Vorgas et Transparency International a publié un communiqué qui dénonce un plan qui prévoit un système d'indemnisation des détenteurs illégaux de bois précieux ayant déclaré leur stock en 2011 afin de permettre l'audit et la sécurisation des grumes actuellement sous leur contrôle. Le business plan que l'État compte présenter au cours de la 70e réunion du comité permanent de la CITES traite de la commercialisation des bois saisis et des bois déclarés qui font à peu près 200 000 rondins. Une situation que l'Alliance Vorgas et Transparency International, mais également d'autres associations, refusent. Et pour cause, l'État compte pour cela indemniser les trafiquants de bois précieux à raison de 0,25 cents par kilo. D'autre part, il n'y a aucun mécanisme mis en place pour assurer la traçabilité de l'aide financière dont bénéficiera le pays. D'après les explications fournies par le ministère de l'Environnement ce jour, la proposition de ce business plan se limite à une demande d'aide, une aide d'ordre financier qui pourrait permettre de faire un dénombrement et de protéger ces bois précieux. Elle ne porte aucunement sur la commercialisation de bois de rose, ni sur une indemnisation des détenteurs illégaux de bois précieux, toujours selon les explications. Au cours d'une réunion qui a été faite à Madagascar, l'indemnisation des détenteurs illégaux de bois précieux a été à l'origine d'un grand débat avec les membres de la communauté internationale et les partenaires techniques et financiers du pays, un point qu'ils ont refusé. Au cours de cette réunion, avant le départ de la délégation malgache, nous avons convenu que nous ne discuterons pas de la commercialisation de ces bois de rose. Par contre, nous avons demandé une aide financière pour pouvoir achever l'inventaire et les marquages de ces bois, ainsi que la sécurisation de ces bois de rose et des aires protégées où l'on retrouve des bois précieux. Pour rappel, près de 200 000 rondins de bois de rose sont concernés dans cette affaire. Jusqu'à ce jour, les 3 conditions exigées par la CITES ne sont pas encore remplies, à savoir un audit des stocks de bois précieux, une gestion selon les normes et une application des lois en vigueur. Actuellement, la suspension d'exportation et de vente n'a pas encore été levée. Une organisation de société civile luttant pour la protection de l'environnement et des richesses nationales a publié un communiqué face à l'accord signé par l'ancien chef d'État pour permettre à 330 bateaux de pêche chinois à œuvrer dans les frontières maritimes malgaches. Un communiqué pour s'opposer au terme de cet accord et faire part de leur inquiétude vis-à-vis de cette situation. Reportage de Feizo Rafale.
La semaine dernière, les membres de la société civile luttant pour la protection de l'environnement et des richesses nationales a publié un communiqué pour s'opposer à l'accord signé en présence de l'ancien chef d'État avec un consortium chinois pour permettre à 330 bateaux de pêche chinois d'œuvrer dans les frontières maritimes de la Grande Île. Dans ce communiqué, ils font part de leur inquiétude dénonçant une menace sans précédent sur un environnement marin déjà fragile. D'après leurs propos, le projet à Madagascar prétend favoriser le développement de l'économie bleue, mais est en fait en contradiction avec ses principes, notamment celui d'accroître les bénéfices socio-économiques de la population. Sous couvert d'opportunités économiques, cet accord menace le développement durable et la préservation de notre environnement marin et côtier. D'autre part, toujours d'après ce communiqué, il aurait fallu consulter l'ensemble des acteurs de la filière dans le processus de décision et effectuer des études indépendantes sur les conséquences économiques et environnementales de cet accord, comme le disposent les lois en vigueur. Le problème de transparence des détails de cet accord est également source d'inquiétude. Pour rappel, ce contrat a été signé le 5 septembre dernier à Beijing, 2 jours avant la démission de l'ancien chef d'État Rajaonarimampian. Cet accord prévoit un investissement d'un montant de 2,7 milliards de dollars, dont 700 millions de dollars par ce consortium chinois. Face à cette situation, la société civile réclame que les détails de l'accord entre l'AMDP et le consortium chinois soient rendus intégralement publics, que des études indépendantes soient menées sur les conséquences économiques et environnementales de l'accord et que l'ensemble des acteurs de la filière soient intégrés et consultés dans le processus de décision sur des accords impactant la politique de gestion des ressources halieutiques et l'environnement marin du pays. À titre de rappel, la pêche maritime contribue à la subsistance d'environ 1 million de personnes à Madagascar. La production nationale est actuellement estimée à 130 000 tonnes par an. Une exploitation déjà considérée comme excessive par des experts du secteur. Il ne fait aucun doute que l'arrivée d'une flotte supplémentaire de 330 navires pour exploiter notre ressource marine déjà en déclin serait dévastatrice pour l'environnement et pour la sécurité alimentaire de la population. Outre cela, d'après les informations obtenues, le consortium chinois avec lequel l'ancien chef d'État, Rajaonarimampian, a conclu un accord n'est pas une entreprise légale. Voici le résultat obtenu d'une recherche sur Internet pour cette entreprise. Mais également dans l'actualité de ce jour, selon une source d'information, le conseiller spécial de l'ancien président de la République, Rajaonarimampian, fait tout ce qui est en son pouvoir pour permettre la sortie de 60 conteneurs de l'entreprise Tico et Magro bloqués au port de Tuamas depuis 2 semaines. C'est l'insuffisance des documents pour permettre à ces conteneurs de quitter le port qui ont amené les responsables à ne pas autoriser leur déblocage. Les observateurs se demandent alors les motifs qui poussent le conseiller de cet ancien chef d'État à procéder à cette demande. Et avant de passer aux actualités internationales, il y a 1 semaine, la commune urbaine d'Antananarive parlait d'un nettoyage de la ville par le biais de l'opération Coup de poing. Et pourtant, à ce jour, aucun changement concret n'a été noté. Les bennes à ordures sont toujours remplies à ras-bord et des ordures sont éparpillées partout dans les rues de la capitale. Et pour rappel, 6 camions de collecte d'ordures ont été offerts par le Bureau national de gestion des risques et catastrophes pour aider dans cette tâche. Et actuellement, la commune urbaine d'Antananarive et le service autonome de maintenance de la ville d'Antananarive, USAMVA, se rejettent mutuellement la responsabilité de cette obligation. Et passons maintenant aux actualités internationales. Séisme et tsunami en Indonésie. 191 000 personnes nécessitent une aide humanitaire. Le bilan officiel a fait état de 832 morts. Reportage de France 24. Après 3 jours sous les décombres, cette femme est finalement sauvée. Comme elle, il pourrait être des dizaines, voire des centaines encore pris au piège. Plusieurs milliers d'habitations, des hôpitaux, des centres commerciaux, des hôtels et un pont se sont effondrés. Pour les secouristes, la course contre la montre continue. Ils attendent l'arrivée d'équipements lourds pour les aider dans leurs recherches. Dans les ruines de cet hôtel à Palu, ils espèrent sortir 50 à 60 personnes. Il y a 3 personnes que nous avons sauvées. Nous avons aussi entendu des voix à cet endroit, dont un enfant. Ils demandaient de l'aide, mais ils sont encore là-dessous pour l'instant. Des centaines de personnes sont mortes depuis que l'île des Célèbes a été frappée par un séisme suivi d'un tsunami vendredi. Mais le bilan
devrait encore s'alourdir. Les secours ont des difficultés à atteindre les zones reculées, notamment la région de Dongala au nord, où la situation reste très incertaine. Ce secteur est au plus près de l'épicentre du séisme. Beaucoup d'ONG comme nous ont du mal à aller dans les zones les plus touchées. Dongala fait partie des endroits les plus affectés. Nous avons désespérément besoin d'y accéder et d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Les habitants campent dehors, il manque de tout et les pillages se multiplient. Face au chaos, l'armée a été déployée. Dimanche, le président s'est rendu sur place à Palu pour suivre l'avancée des opérations. Il va également accepter l'aide que lui proposent plusieurs pays. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, Charles Aznavour, dernier des géants de la chanson française, est mort dans la nuit de dimanche à lundi à l'âge de 94 ans. Il laisse dans son sillage de nombreux titres incontournables. Reportage de France 24. Je ne suis pas musicien. En haut de l'affiche, Charles Aznavour s'y était installé. Les traits ont vieilli bien sûr sous mon maquillage, mais la voix est là, le geste est précis et j'ai du ressort. Charles Aznavour né à Paris en 1924. Ses parents arméniens habitent un modeste appartement au 3e étage de cet immeuble rue Monsieur le Prince. Dans les lavabos, les water étaient à l'étage au-dessus. C'était pas tellement pratique, faut bien le dire. Ses premiers succès, il les obtient après la guerre, dans les années 40, en formant un duo avec le compositeur québécois Pierre Roche. Il est alors remarqué par Edith Piaf. Un succès qu'il doit à son infatigable envie et une bonne dose de discipline. Il est professionnel comme il n'est pas permis de l'être. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un détail sur lequel il ne travaille pas d'arrache-pied jusqu'à ce qu'il soit arrivé à la perfection. La perfection dans les compositions. Nous ne mangions qu'un jour sur deux. Mais aussi, surtout, dans les textes, comme il l'expliquait sur notre plateau il y a quelque temps. La musique, c'est le support pour mes mots. D'autres vous diront, et ils auront raison, c'est parce que c'est leur manière de voir, vous diront, le mot accentue ma musique. Ils mettent leur musique en premier. Moi, je mets les textes en premier. Sans savoir que roule en moi un flot de détresse. Ce flot de détresse, c'est la mémoire du génocide arménien. Amoureux de la langue française, il n'en oublie pas moins ses racines arméniennes, surtout après le tremblement de terre de 1988. À partir de 1995, il représente l'Arménie, dont il obtient la nationalité, dans plusieurs instances internationales, comme l'UNESCO ou l'ONU. Jouez Zigane, jouez pour moi, avec plus de flamme. Ses titres sont connus dans le monde entier, disque d'or à plusieurs reprises au Royaume-Uni ou au Canada. En 1998, le magazine Time le sacre même chanteur de variété le plus important du XXe siècle, devant Bob Dylan ou Frank Sinatra. En 2017, son nom est gravé sur le célèbre Walk of Fame de Los Angeles. Une vingtaine de Français seulement ont ce privilège. It's not important to be remembered. What is important is to know that my work will be remembered. Affaibli suite à 2 chutes au printemps 2018, Charles Aznavour est contraint d'annuler plusieurs dates de concert. Rétabli, quelques mois plus tard, il repart finalement en tournée mondiale, le Japon, l'Ukraine, la Belgique, puis la France. Lui qui se disait infatigable et rêvait d'un dernier concert d'adieu le 22 mai 2024 pour son 100e anniversaire, tire finalement sa révérence. Elle a une voix incroyable.
Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. La 70e réunion du comité permanent de la CITES débutera demain. Se tiendra à Sochi en Russie. Au cours de cette rencontre, l'État malgache présentera au comité traitant du commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées sa proposition de mécanisme d'audit des stocks de bois précieux de Madagascar. Et en cette veille d'élection présidentielle, les remblayages illicites sont de nouveau de mise en Tanarive. La zone de recasement d'Ankourjan en est une preuve concrète et pourtant, face à cette situation, les responsables ne réagissent pas et se contentent de se rejeter mutuellement la responsabilité. Et enfin, Charles Aznavour, dernier des géants de la chanson française, est mort dans la nuit de dimanche à lundi à l'âge de 94 ans. Il laisse dans son sillage de nombreux titres incontournables. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et passez une excellente soirée en compagnie de Cool TV.